Monsieur le directeur, cher Charles Personnaz, la parole est à vous pour introduire notre soirée. Merci beaucoup, chère Juliette. Pardonnez ces quelques minutes de retard. J'avais un Votre problème micro a électronique. l'air coupé. Le micro est coupé. Non, non, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ben, pardonnez ces quelques minutes de retard. J'avais du mal à me connecter à Zoom avec l'adresse que j'avais reçue. Quelques remarques préliminaires pour introduire. D'abord, tous mes remerciements à ICOM France, à Juliette Raoul-Duval et à toute l'équipe pour la qualité des réflexions préalables à cette séance et puis pour les débats très stimulants qui nous amènent à présenter les thèmes qui sont choisis de séance en séance. Et celle-ci nous tenait particulièrement à cœur, évidemment, à quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne. Il était tout à fait important, je crois, de faire le point sur cette question de l'Europe des musées. Y a-t-il une Europe des musées? Et de réfléchir ensemble ce soir à travers un certain nombre d'expériences à cette question. Car depuis 2 siècles et demi, le musée est véritablement au cœur de l'Europe. Et il suffit de se promener dans n'importe quelle ville européenne pour voir qu'à côté des lieux de culte, des monuments du pouvoir, des monuments qui attestent de l'activité économique, eh bien, parmi les lieux culturels, aux côtés de la salle de concert, à côté des lieux d'éducation comme le lycée ou l'université, eh bien, le musée est constitutif de notre culture européenne, que l'on soit à Tallinn, à Salamanque, à Athènes ou à Dublin. Et véritablement, on voit qu'à travers même le paysage de notre Europe, la société européenne a inclus l'idée de musée, évidemment d'abord dans les grandes villes, puis dans les villes plus petites, puis enfin avec un maillage sur l'ensemble des territoires des nations qui composent notre continent. Ces collections qui se sont peu à peu ouvertes au public ont eu une place singulière, je dirais, dans les deux siècles et demi, encore une fois, de l'histoire des musées en Europe, et qui est constitutif de notre continent et qui est assez unique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des collections ouvertes au public dans d'autres, ce que cela occupe en Europe est sans doute tout à fait particulière. Et ces musées ont absorbé 2 siècles aussi d'histoire européenne en réagissant au temps des nations, au XIXe siècle, au temps des guerres, à l'âge démocratique, et en s'adaptant à l'ensemble de ces épisodes de notre histoire commune. Évidemment, il y a une diversité de traditions dans la constitution de ces musées, mais j'y vois aussi une communauté qui est une communauté de curiosité. Peut-être qu'il y aurait une histoire à écrire qui serait l'histoire de la curiosité comme fait européen, comme fait historique européen, et la curiosité à la fois vis-à-vis des temps plus anciens qui nous amènent à rassembler des collections venues des temps qui nous précèdent, vis-à-vis aussi du monde extérieur, et cette curiosité aussi qui est celle du public qui s'est intéressé très tôt à répondre à la curiosité des collectionneurs et des collections qui étaient mises à sa disposition. Cette curiosité, dans le domaine des musées, est un principe européen, je dirais, et elle n'est pas ici un vilain défaut. Cette diversité de traditions, à travers cette unicité de curiosité, eh bien, on le sait bien, il y a plusieurs manières d'envisager le musée en Europe. Il y a par exemple la voie française, hein, que nous connaissons bien à l'INP, avec ce corps très particulier des conservateurs du patrimoine, avec une place plus mesurée dans nos institutions qu'ailleurs des conservateurs restaurateurs. Nous avons des conceptions différentes en Europe, avec dans la plupart des pays européens, sans doute des professionnels de musée parfois plus en lien avec l'université et une place laissée aux conservateurs restaurateurs dans les institutions plus importantes.
Mais je crois que nous participons tous depuis au moins le début du XXe siècle et singulièrement depuis les années 50 d'un même mouvement de professionnalisation et qui s'est manifesté notamment à travers l'impulsion donnée par des organisations professionnelles telles qu'ICOM. Aujourd'hui, je crois qu'au-delà des questions communes que nous nous posons, je me demande s'il existe véritablement et concrètement cette société européenne des musées que nous appelons de nos voeux. Bien sûr, les collections voyagent en Europe. Elles sont présentées lors d'expositions temporaires, ici ou là, rassemblées par les sujets et les programmes scientifiques des institutions. Bien sûr, le public voyage. Bien sûr, le public fait l'unité européenne des musées et nous savons bien que nos concitoyens ont visité une multiplicité, dès lors qu'ils voyagent dans notre continent, une multiplicité de musées et qu'ils se sont familiarisés avec les offres muséales partout sur le continent. Mais au-delà de cette question de la circulation des collections, au-delà de la question de la circulation du public, est-ce que nous-mêmes, nous sommes réellement engagés dans de véritables projets concrets européens? Nous savons la lourdeur des projets de recherche européens et la difficulté parfois pour des institutions petites à y participer. Je crois qu'il est temps de nous réinterroger au moment où l'Europe connaît bien des difficultés sur la place qu'occupent effectivement les musées et sur les actions concrètes que nous pouvons tous réaliser. J'en prends pour exemple l'INP, l'institution que je dirige. À l'INP, nous envoyons des stagiaires régulièrement dans beaucoup de musées européens. Nous nous servons des outils d'Erasmus+. Mais nous nous en servons finalement assez, peut-être pas dans l'étendue complète de leur gamme. Et puis, peut-être aussi que nous avons des efforts à faire pour reprendre langue avec volontarisme, je dirais, avec tous nos collègues européens, à les revoir, à retravailler sur des sujets de recherche plus larges, à nous réinterroger sur notre manière aussi de dialoguer avec le reste du monde. J'en prends pour preuve le sujet des restitutions, sur lequel évidemment nous devons travailler en réseau pour apporter des réponses aux questions qui nous sont posées. Mais c'est un sujet parmi d'autres et l'on sait bien que malgré l'existence et la vivacité de certains réseaux, beaucoup reste à faire et ce qui nous demande à chaque instant de nous réinterroger pour qu'au-delà de la question institutionnelle portée par, disons, les institutions européennes, eh bien, il y ait vraiment l'émergence et la continuité de cette société européenne des musées que je crois nous appelons tous de nos voeux. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie encore ICOM France du bon partenariat que nous avons et puis merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont intervenir ce soir, d'être présents pour nous éclairer sur ces sujets qui sont hautement politiques dans le beau sens de ce terme et qui concernent véritablement la vie de notre cité. Merci, cher Charles Personnaz. Eh bien, vous nous mettez d'emblée la barre assez haut pour le débat de ce soir en posant des questions de fond et en nous invitant à nous réinterroger sur le sens de notre travail en commun en Europe et de notre travail de musée. Merci de lancer si fort le débat. C'est notre 8e, je crois, soirée débat déontologie avec l'INP et je crois que nous aussi à ICOM France, nous nous réjouissons et nous félicitons vraiment de ce partenariat qui nous permet d'aborder des sujets qui sont des sujets capitaux pour la marche des musées et pour la vie des professionnels. D'ailleurs, on voit qu'ils sont suivis avec une certaine régularité par un certain nombre de membres. On a toujours beaucoup de connexions à nos débats et c'est la preuve de leur intérêt, même dans cette période maintenant où il y a tant de réunions sur Zoom et sur plateforme que c'est une rude concurrence quelquefois entre débats sur un même créneau horaire, mais je vois que nos membres sont là. Je les remercie aussi, je remercie les membres de l'ICOM en France et partout dans le monde,
puisque vous savez que nos débats sont ouverts à tous les membres de l'ICOM, quel que soit leur endroit dans le monde. Je remercie les orateurs d'être là, en particulier Alexandre Chevalier, qui va co-animer, co-modérer cette soirée débat avec moi. Et puis, merci à Thierry Niambé, qui est vice-président de l'ICOM, de nous accompagner ce soir sur ce thème de l'Europe de musée. Ce thème qui peut sembler à nos amis européens un peu convenu, un peu récurrent, mais qui, nous le savons, Thierry et moi, est au contraire un sujet très sensible au sein de l'ICOM. Louis Raposo, qui parlera tout à l'heure, Alexandre, que j'ai déjà cité, nos amis qui président comme moi des comités de l'ICOM savent comme les musées européens peuvent être montrés du doigt par les collègues du monde, globalement, sans vraiment de distinction géographique, de domaine d'activité, de taille, de statut. Mais nous y reviendrons forcément ce soir et je ne peux pas m'empêcher de reciter assez régulièrement, peut-être à l'excès même, une phrase qui figurait dans le rapport de la nouvelle définition du musée qui n'a pas été retenue et qui disait que les musées européens n'ont été conçus que pour abriter les pillages coloniaux. Aujourd'hui, je crois que nous devons prendre ces formulations pour une invitation à une réflexion importante et profonde. Notre débat aujourd'hui s'inscrit dans une actualité sous de multiples aspects. D'abord, celle de l'Europe politique. Certains d'entre vous en France peut-être ont suivi tout à l'heure la déclaration importante du président de la République il y a quelques jours de prendre la présidence de l'Union européenne. Dans le débat, on y reviendra peut-être. Il a évoqué un certain nombre d'éléments qui vraiment peuvent nous concerner. La France va donc prendre son tour de la présidence tournante dans quelques jours. Pour nos amis non européens qui sont assez nombreux dans la salle, cette procédure peut paraître un peu originale. La gouvernance de l'Union européenne est assurée à tour de rôle par chacun des 27 pays, et demain la France pour 6 mois. Et ensuite, la République tchèque, et je le dis parce que c'est un hasard de calendrier, mais c'est le hasard qui fait que nous nous retrouverons cet été, nous les membres de l'ICOM, pour notre conférence triennale à Prague, au moment précis où nos amis tchèques prendront à leur tour la présidence de l'Union européenne. Nos discussions de ce soir, si elles sont productives et constructives, ils trouveront, j'en suis convaincue, un prolongement. Actualité pour l'ICOM, en pleine réflexion sur son identité et à la veille, elle aussi, d'élections importantes, à sa tête, sa gouvernance, et dans tous ses comités et alliances. Je le redis pour les membres de l'ICOM, c'est une année d'élection pour l'ICOM et c'est l'année pour beaucoup d'entre vous pour éventuellement vous intéresser à reprendre plus activement votre présence dans des comités ou dans des alliances. C'est aussi l'année de l'anniversaire du 75e anniversaire de l'ICOM. C'est l'occasion pour moi ce soir de rappeler que le Louvre a été le siège de la création de l'ICOM il y a exactement 3/4 de siècle. Le film commémoratif qui circule sur les réseaux de l'ICOM a été tourné il y a quelques jours, quelques semaines au Louvre. Je remercie nos collègues du Louvre naturellement de nous avoir accueillis pour ce tournage. Créé donc à Paris, en Europe, conjointement avec les États-Unis, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, notre organisation est passée assez vite finalement de 14 membres à 135 aujourd'hui, de quelques adhérents à 50 000 aujourd'hui. Elle rassemble tous les continents, des professionnels de musées dans le monde entier. Je crois qu'être acteur de cette organisation aussi durable, d'une telle envergure, cela a de quoi nous rendre fiers et heureux, mais aussi, aujourd'hui, nous avons la responsabilité, ça nous oblige, nous avons la responsabilité de maintenir le lien entre tous, en agissant résolument dans le sens de la solidarité et du partage de compétences. Ce lien, ce partage de compétences est rendu, je crois, encore plus crucial par les crises de ces 20 derniers mois, sanitaires, climatiques, politiques de par le monde, qui mettent chacun en situation de penser ce que sera l'après. Nous sommes conscients à ICOM que l'enjeu de se définir est celui de notre
unité même. Revenons à l'Europe des musées au sein de l'ICOM. L'Europe se présente elle-même, vous l'avez rappelé, Charles Personnaz, comme le berceau des musées. Christophe Pomian, qui a écrit cette prodigieuse et phénoménale histoire des musées, le fait naître à Rome au début du XVe siècle. D'autres rappellent que le Museion était le nom du temple dédié aux muses, bâti il y a plus de 2000 ans sur la colline de l'Hélicon à Athènes. Notre organisation l'ICOM est aujourd'hui composée de 84% de membres européens. Comme ce sont ces adhérents qui font le budget de l'ICOM, c'est sa force et son indépendance d'organisation non gouvernementale d'être financée par ses adhérents. Pardonnez-moi d'être un peu trivial, mais de ce fait, l'ICOM est donc largement soutenu par ses membres européens. Ce ratio impressionnant invite pourtant à la prudence, parce qu'il n'est pas difficile d'imaginer la critique d'hégémonie que cela peut éveiller. L'ICOM y veille, la gouvernance de l'ICOM y veille, qui se soucie d'équilibre, parfois subtil, dans ses instances de gouvernance, souci de la représentation de ces 135 pays sur tous les continents du monde, de ces dizaines de millions d'hommes et de femmes surtout, 68% des membres de l'ICOM sont des femmes, et surtout d'ailleurs de ces experts, les plus avertis comme les plus jeunes d'entre eux. En parlant de jeunes, je reprends, et j'avais pris dans le message de présentation, le message des sociologues Vincenzo Cicali et Sylvie Octobre, qui a été publié dans Le Monde. Ils nous rappellent que le monde culturel risque la marginalisation s'il se contente de brandir l'étendard de l'universalisme sans tenir compte des nouvelles préoccupations des jeunes. Nous devons penser aux jeunes dans notre organisation. Se poser la question aujourd'hui de l'Europe des musées, possible et désirable, c'est peut-être audacieux. Mais c'est tout l'enjeu du débat d'en présenter et la diversité et l'unité. Diversité d'une région du monde qui est très contrastée, en réalité, sur le plan culturel, social, économique. On parle de l'Europe, mais l'Europe est un continent très contrasté, mais une unité qui est peut-être tout simplement, et je crois que je fais un peu écho à ce que disait Charles Perchonal, notre unité, c'est peut-être tout simplement la conviction que le patrimoine, les collections sont un bien public, qu'ils doivent être préservés et protégés parce qu'ils sont fragiles, et que les perdre, c'est perdre l'accès à notre histoire, qu'ils doivent être partagés et valorisés parce qu'ils tissent des liens entre les populations et les générations, et que cela requiert des compétences spécifiques et élevées, et notamment des compétences scientifiques. Scientifiques car nous sommes crédibles, et que cela nous oblige. Les publics nous font confiance, ils ont confiance dans le message que les musées transmettent. C'est là le fondement du rôle social que les musées peuvent revendiquer. Une partie du débat sera consacrée à exposer et comparer les modes de formation et l'esprit de partage de compétences qui est enseigné à nos jeunes professionnels pour lesquels l'enjeu de mobilité est central. On demandera auparavant ce soir à des représentants d'organisations européennes de musées de nous dire sur quels projets ils fédèrent leurs membres, sur quels enjeux, avec quelle réussite. C'est pour ça que nous avons invité des organisations professionnelles de musées, Excite, européenne, Excite, Nemo et bien sûr ICOM Europe. Puis on prendra quelques exemples très concrets de musées qui ont mis en place des coopérations européennes. Qu'est-ce que cela leur a permis de travailler entre eux, entre Européens, avec les outils, les moyens que donne l'Europe? Qu'est-ce que cela a rendu possible? Quels outils manquent pour en faire plus? C'est le moment de passer un message à nos dirigeants, de faire des propositions. Voilà, j'en ai fini avec mon introduction. Je dirais encore un mot. Les musées européens ont, dans leur ensemble, traversé la crise sanitaire avec plus de résistance qu'ailleurs. Leur gouvernement a pris des mesures protectrices, quoi qu'il en coûte français, le plan de relance européen. Aujourd'hui, nombre de musées ont repris leur activité, alors que nous devons nous en souvenir. Dans beaucoup de régions du monde, les pertes de recettes, les départs de personnel ont entraîné des fermetures durables, si ce n'est définitives. En Amérique du Nord, ce sont 13% des musées qui ne rouvrent pas. Résilients, les professionnels européens ont rapidement adopté des innovations numériques émergentes sur le continent africain ou dans les petits États insulaires. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, nous le rappelle souvent, le numérique est accessible à 5% de la population. Face à ces fractures, parce que ça, ce sont de nouvelles fractures, l'ICOM peut agir, peut-être même est-ce là
qu'il est le plus nécessaire, le plus urgent, le plus légitime, le plus rassembleur d'agir, comme cela a été initié, par exemple, l'année dernière avec notre dispositif Solidarité. Nous le mesurons, le caractère d'organisation professionnelle de l'ICOM, organisation professionnelle, a ici toute sa pertinence. Ce qui lie ses membres, c'est l'aspiration à exercer un métier, leur métier, quelle que soit la place de leur organisation dans le monde, quelle que soit leur propre place dans leur organisation, quel que soit le domaine muséal concerné. Ce lien, c'est celui de la compétence et de la volonté de l'exercer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je passe tout de suite la parole à Terry Nyambe, notre vice-président qui a accepté d'intervenir aujourd'hui au nom de Alberto Garlandini, président de l'ICOM, qui est toujours très fidèle à nos soirées débat déontologie. Terry, si vous êtes en ligne, je vous passe la parole maintenant. Thank you. Thank you very much, Juliette. Thank you. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup à ICOM France et à l'INP d'avoir organisé cette soirée de débat. Comme vous le réalisez tous, nous sommes face à une situation nouvelle. Nous avons une nouvelle possibilité, un nouveau besoin de nous réunir à cause des expériences des derniers 18 mois, derniers 20 mois suite à la COVID-19 qui a menacé le monde entier. Suite à la COVID-19 et la pandémie, on voit un impact sur beaucoup de musées partout dans le monde. Et cela inclut des musées en Europe, comme nous l'avons entendu. Le dialogue entre nous par rapport à comment nous allons continuer doit poursuivre. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant que de parler de la contribution des musées. Nous sommes là pour réfléchir et aussi à commémorer la présidence de l'Union européenne française. Et il faut réfléchir par rapport aux musées. Les musées sont impactés partout dans le monde, comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas restés sans avancer, mais nous sommes à ICOM en train d'analyser les tendances des impacts sur les musées partout dans le monde. Vous avez vu les enquêtes et les sondages qui ont été menés afin de voir ce qui se passe, afin d'engager un dialogue, afin de pouvoir se soutenir les uns les autres et soutenir les musées qui sont en crise et en difficulté pendant cette période. Mais alors qu'on réfléchit par rapport aux musées en Europe et partout dans le monde, mais si on se concentre aujourd'hui sur les musées en Europe, l'un des défis qui s'est présenté pendant cette période de pandémie, c'est comment servir les communautés qui ne peuvent pas accéder à nos établissements de manière physique. Et cela a bien sûr mené à des transformations numériques dans beaucoup de nos établissements. C'est sûr qu'en Europe, les musées, les instituts ont su mieux s'adapter qu'ailleurs dans le monde, et Juliette en a parlé et Charles également en a parlé rapidement. Certains ont des entraves économiques qui leur empêchent de se connecter avec leur communauté. Mais il est toujours vrai que c'est un problème pour les musées. Comment est-ce qu'on peut s'engager avec les communautés qui ne peuvent pas être en contact physique avec nous? Vous savez que beaucoup de pays sont en train de fermer encore les frontières. On verra rapidement encore des musées qui vont devoir fermer leurs portes. Et nous, en tant que gestionnaires des musées, en tant que commissaires, conservateurs, il va falloir réfléchir de manière innovante
sur comment nous engager avec nos publics. Il n'y a aucun expert muséal qui sait le faire de la meilleure façon. Tout le monde est en train de découvrir. Et ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse continuer à partager sur comment nous le faisons suite à la pandémie. Nous avons vu que malgré les mesures protectrices mises en place par les États pour fermer des régions, nous voyons aujourd'hui que cela n'a pas fonctionné. La pandémie a continué. Cela veut dire qu'en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, nous sommes beaucoup plus connectés qu'on ne le pense. En tant que race humaine, nous sommes très connectés. Et c'est un aspect auquel les musées doivent réfléchir, y compris en Europe. Comment est-ce qu'on peut continuer dans nos établissements d'inclure les groupes marginalisés alors que la population continue à augmenter et les structures de nos sociétés se sont transformées, alors que nous rencontrons de nouveaux défis. On vient d'entendre parler par rapport aux jeunes. Il ne faut pas oublier les jeunes. Quand je réfléchis à l'Europe avant la COVID, on avait beaucoup d'immigrants qui arrivaient, qui changent la structure de nos sociétés. Et en tant que musée, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons créé une plateforme pour ces nouveaux groupes qui viennent transformer nos structures sociales afin de leur permettre d'être représentés dans nos établissements? Ce sont des choses auxquelles nous devons réfléchir quand on pense à l'Europe des musées. Il y a également un autre aspect que Juliette a soulevé. Je pense qu'on va en parler plus. C'est l'un des sujets brûlants. C'est la question de la décolonisation de nos établissements, de nos musées. Comme vous le savez, la décolonisation est un sujet très large. On pourrait dire beaucoup de choses. Les questions sur les récits que nous exprimons dans nos établissements, que nous communiquons aux autres qui viennent voir nos collections. Ce sont là des sujets très sensibles où les personnes demandent la restitution, qui sont en train de changer notre manière de réfléchir. Et les nations du Sud posent cette question de la restitution. Nous devons continuer à dialoguer avec nos collègues, avec les professionnels qui viennent du Sud global. Nous ne pouvons plus continuer en tant qu'établissement à mettre de côté des sujets si importants. Il faut les mettre au centre et en parler ensemble. Il n'y a pas un seul moyen de gérer ces questions. Et comme je le sais de ma petite expérience dans le monde muséal, je sais aussi que pour trouver des solutions, il faut parler, il faut discuter de ces questions en tant que professionnel des musées. Non seulement parmi les Européens, mais en tant que professionnel des musées partout, afin qu'on puisse trouver des solutions qui fonctionnent pour tous. Un autre aspect auquel doivent réfléchir les musées en Europe, et c'est la question de la collaboration entre nos établissements. Et pendant la pandémie, cette question est devenue encore plus importante que jamais, parce qu'il y a de la puissance dans la synergie. Il faut encourager et favoriser ces collaborations, non seulement entre musées,
dans le Nord ou en Europe, mais aussi avec des établissements en dehors de l'Europe. Il ne faut pas uniquement penser aux musées, mais aussi penser à d'autres établissements, des bibliothèques, les archives et d'autres établissements en lien avec le patrimoine qui font un travail semblable au nôtre. Nous devons continuer à collaborer avec eux parce qu'il y a de la puissance dans la synergie. Et je veux le dire à nous tous en tant que professionnels des musées, collègues qui viennent d'Europe, nous devons continuer cette collaboration pour améliorer notre patrimoine. Parce que le patrimoine que nous avons dans nos États, c'est le patrimoine du monde entier. Sur ce, j'aimerais souhaiter à chacun un débat très fructueux ce soir. Merci beaucoup. Merci Thierry. Tu viens de nous dire avec une certaine gravité, tu mets le doigt sur les sujets qui sont les plus débattus en ce moment au sein de l'ICOM, et je retiens, mais nos amis qui sont avec nous dans la salle certainement poseront des questions tout à l'heure, ton message fort de dire que ces questions sont les questions que l'on doit débattre entre professionnels de tous les musées du Nord et du Sud, et que ce sont des questions sur lesquelles l'ICOM a un rôle particulièrement important à jouer, parce que c'est elle qui permet à la fois de rassembler et de provoquer le dialogue entre tous ses membres. Merci de ce message très fort que tu viens de nous passer. Nous allons pouvoir rentrer maintenant dans notre soirée, dans la première partie de notre soirée, après cette présentation très, très forte, le message également de Charles Personnal. On va entamer la première partie en demandant à des représentants, des présidents d'organisations européennes de musées de nous présenter leur action, leur activité, le message qu'ils ont à nous transmettre. On va commencer, si vous le voulez bien, par Luis Raposo. Luis Raposo, qui est notre collègue et ami portugais, président d'ICOM Europe, et qui joue un rôle vraiment important pour permettre le dialogue entre les musées européens, tous les musées européens, tous les comités nationaux européens de l'ICOM. Je passe la parole à Louis. J'espère, Louis, que tu es dans la salle. Je ne sais pas si je suis écouté. Ça va? On m'écoute là? Eh bien, on t'entend. C'est parfait. Parfait. OK. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à toi, Juliette, et à ICOM France, aux organisateurs de cette séance-là. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a beaucoup de monde à parler, des collègues à parler qui sont pour parler, et aussi parce que, je m'excuse dès le début, je ne pourrai pas être avec vous jusqu'à la fin de votre séance, je ne serai peut-être pas qu'à ce commencement-là. Maintenant, je ne vois pas ma présentation, je ne vois rien, je ne sais pas si vous me regardez vous-même ou pas. Est-ce que je suis... Oui, d'accord, je me vois encore une fois. Eh bien, tous mes diapos, ils sont en anglais. J'essaierai de parler en français, mais comme ça, on pourrait avoir les deux langues d'usage. Je n'irai pas parler de ICOM Europe, des activités d'ICOM Europe. Bien sûr, on est en alliance régionale très large avec presque à peu près une cinquantaine de pays de l'Atlantique Ural et au-delà de ça. On a des conférences, des séminaires, des positions, des statements, des positions communes qu'on essaye de prendre, des thèmes qu'on discute. On a surtout beaucoup aussi des coopérations entre autres alliances comme Latine-Amérique et Caraïbes et comme Arabe, par exemple. On a ces dernières années fait plusieurs projets ensemble parce qu'on a beaucoup à apprendre entre les différentes régions, bien sûr, de l'ICOM et des musées au monde, mais je vais parler surtout, presque uniquement, des musées en Europe et aussi en général du patrimoine
culturel où le musée s'intègre en Europe, avec des données, des statistiques que malheureusement, elles ne sont pas dans plusieurs cas si actuelles que ça. D'ailleurs, je pense en tant que membre, et je l'ai déjà dit, en tant que membre du comité de governance de le récent formé et constitué Centre de recherche de l'ICOM que mondial, qu'une des priorités devrait être d'obtenir des statistiques sur les musées dans le monde entier et bien sûr dans les différents continents actuels. On a énormément besoin de bonnes données d'analyse pour de nourriture de pensée, food for thinking. Et maintenant, on peut poursuivre. Vous passez, s'il vous plaît, ma présentation. On continue le prochain. Je présenterai deux, trois questions pour penser. La première, qu'est-ce que les citoyens européens pensent du patrimoine culturel, y compris les musées? Le suivant, s'il vous plaît. Eh bien, ça a été répondu pour la dernière fois il y a peu d'années. Ce sont les données les plus récentes, 2017, pour l'année européenne du patrimoine culturel. Et les données sont vraiment écrasantes, je dois dire. Vous verrez, par exemple, il y a plusieurs données qui ont intéressant, statistiques, le nombre d'employés concernés par le patrimoine culturel en Europe, les sommes qui y sont investies. Aussi, très important, par exemple, la génération d'emplois. Le patrimoine culturel, par exemple, génère 26,7 postes de travail pour chaque poste de travail, 26 plus 7 au dehors des professionnels, beaucoup plus que l'industrie automobile, par exemple. Alors, ce sont des données qu'on doit avoir très attentivement au cœur. Le suivant, s'il vous plaît. Et l'Eurobaromètre qui a été fait à l'occasion, à demande d'ICOM Europe, de NEM ou d'autres associations, des musées notamment. On avait besoin d'avoir des bonnes données statistiques et on a demandé de se faire un Eurobaromètre. Ça a été le premier sur le patrimoine culturel en Europe. Il est très intéressant. Le suivant, s'il vous plaît. Je vous passe quelques données seulement. Par exemple, orgueil, le patrimoine culturel génère un sentiment d'orgueil, soit dans nos pays, par exemple, 82% des répondeurs au niveau européen. Prenez note seulement des barres foncées. Les barres de couleur claire se réfèrent à mon pays, le Portugal, et n'intéressent pas pour ma présentation ici. Seulement les barres foncées sont celles globales d'Europe. Alors 82% des Européens se disent orgueilleux avoir pride, orgueil dans le patrimoine de ces pays et aussi 70% dans le patrimoine des autres pays européens. La qualité de vie, 71% disent que le patrimoine augmente la qualité de vie. Le sense of belonging, le sentiment d'être ensemble, 70%. Le suivant, s'il vous plaît. La potentialité du patrimoine culturel, la diversité, c'est la plus importante, la dimension la plus importante, 80% le disent. Le dynamisme, bon, je ne vais pas référer les numéros parce qu'ils sont visibles, je crois, tout le monde le verra bien. Le dynamisme, et c'est très important parce que presque la moitié des Européens disent qu'il n'y a pas vraiment une culture européenne commune. Moins encore le disent pour une culture occidentale commune. Seulement 35% considèrent qu'il existe une culture occidentale commune. Et 54% disent qu'il y a une culture européenne commune. Alors, cela veut dire que nous, les Européens, nous sommes encore très attachés à nos cultures nationales, mais ça n'empêche pas qu'on aille la vision globale de l'importance globale du patrimoine européen. Le suivant, s'il vous plaît. Quelle est l'importance du patrimoine culturel pour vous? Car 84% pour vous, pour votre communauté, pour votre région, pour votre pays, pour l'Union européenne en général. Auriez-vous aimé savoir plus sur le patrimoine culturel? Oui, 68% disent oui. Suivant, s'il vous plaît.
Et on continue avec des données très impressives. C'est une sorte de, comme j'ai dit déjà, je vous donne seulement ça comme une nourriture pour penser, pas plus que ça. Quand on passe des données plus proclamatoires pour les données plus d'action, bien sûr, les niveaux sont plus bas. Ça, c'est notre, surtout au Portugal, je dois le dire, c'est notre drama. Mais en général, en Europe, c'est un problème. On est beaucoup plus proclamatoire que vraiment on est, disons, je préfère le mot militant du patrimoine ou des musées dans le patrimoine. Visiter les musées dans les derniers ans, seulement 61%. Bien sûr, les monuments, je dis, les musées viennent bien placés aussi. La moitié disent qu'on a visité les musées last year, dans les derniers ans, mais les librairies beaucoup moins, les cinémas beaucoup moins encore. Les musées sont pas mal placés même dans ce cadre-là. Pas du tout. Le suivant, s'il vous plaît. Et pourquoi n'avez-vous pas visité ces lieux de culture? Eh bien, la raison la plus répandue, c'est le manque de temps. Ça sert à tout, bien sûr. Le cost, le coût, la manque d'intérêt, la manque d'information, la remoteness loin de nos lieux de vie, faute d'offres, faute de qualité. Ce sont les raisons pour ne pas visiter. Mais la faute de qualité, c'est la moins indiquée. Il faut le noter. Le suivant, s'il vous plaît. Et je crois, j'ai fini avec cette statistique globale. Le patrimoine culturel devrait être enseigné dans les écoles. 88% des Européens le disent. Et il devrait avoir plus d'investissement public dans les patrimoines culturels. 74 le disent. Suivant. Je passe pour être bref. Enfin, ceux qui devraient plus investir au patrimoine, ce seront les autorités publiques, disent les Européens, pas les privés. C'est très intéressant ça aussi, parce qu'on vit dans une société de plus en plus dominée par le privé, par la vision privée de l'État, et ce n'est pas du tout pour les Européens le cas du patrimoine culturel. Le suivant, s'il vous plaît. Et où sont les musées européens maintenant? Comment on peut répondre à cette question-là? Eh bien, quelques données aussi statistiques. Le suivant, s'il vous plaît. Bien sûr, les musées sont la plus répandue réseau culturel au monde. Il n'y a rien d'approchable. Ils sont plutôt en Europe et aux États-Unis, d'Amérique du Nord. Mais, d'ailleurs, le suivant, s'il vous plaît. On voit ici le dernier inventaire de l'UNESCO. Il est très incomplet, cet inventaire, parce qu'il n'a que ce qu'ils ont pu obtenir. Mais là, vous voyez que l'Europe représente les 5000 musées au monde, 40%, presque 42%. C'est très important. Si on ajoute l'Europe et les États-Unis, ça donne 72% des musées au monde. Le suivant, s'il vous plaît. Là, maintenant, dans l'Union européenne, les données sont déjà anciennes, je m'excuse. Ça a peut-être changé un peu ces derniers ans à cause des politiques très libérales, très privées à plusieurs pays européens. Mais en tout cas, la plupart des musées européens sont publics, soit de l'État national, central, soit de l'État local. Seule une partie mineure, quand même très importante, ce sont des musées privés. Après, s'il vous plaît, le suivant. La plupart sont des musées d'art, archéologie et histoire. Après, sciences, technologie, ethnologie. Et c'est la majorité. Le suivant, s'il vous plaît. Pays par pays. J'ai choisi ici 2-3 pays pour montrer la diversité. La diversité est énorme. En France, par exemple, la grande majorité des musées sont des musées publics. Le suivant, s'il vous plaît. Mais en Espagne, par exemple, c'est aussi ça. La plupart des musées sont des musées publics, mais il y a encore, relativement parlant, il y a un peu plus de musées privés. Mais là, bien sûr, la grande majorité sont des musées publics. Le suivant. En Allemagne,
augmente la partie relative des musées privés. Le suivant, s'il vous plaît. Et bien sûr, au Royaume-Uni, c'est où la partie des musées privés est plus importante, s'approchant en quelque sorte du modèle américain, mais encore avec une importance très grande du public. Le suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi très impressif, je pense. Ici, on a les 20 plus visités musées au monde, musées d'art. Et on voit que la moitié, même peut-être un peu plus que la moitié, sont européens, sont des musées européens, avec le Louvre au premier, bien sûr, et après quelques autres. Ce sont les barres claires, ici. Si on compare avec les Luna Park, les parcs thématiques, le suivant, s'il vous plaît, on voit que seulement un est en Europe. Et c'est un American franchising. C'est le Euro Disney près de Paris. C'est-à-dire, les gens ne viennent pas en Europe pour voir des Luna Park. Ils viennent pour voir des monuments, pour voir des musées. Le suivant. La dernière question. Qu'est-ce que les professionnels eux-mêmes pensent de nos musées? Eh bien, c'est difficile de répondre, mais j'ai tenu compte de quelque chose qui me semble suggestif. Le suivant, c'est le prix européen des musées. J'ai fait les comptes, j'ai fait l'analyse des 40 ans déjà de ce prix, le suivant, depuis 1977 jusqu'à 2017. Quelles ont été les caractéristiques les plus évaluées, les plus appréciées pour outorguer le prix? Bien sûr, on est en face d'un univers des musées limité, qui ont eu des remodélations les dernières années. Ils sont là, notez les conditions pour être candidat. C'est un univers limité, très limité. La grande majorité des musées européens, ce sont des petits musées communautaires, il faut le dire. Bon, le suivant. Et on regarde ça. Ce sont des graphiques cumulatifs, c'est-à-dire ils ajoutent toujours chaque année. Et l'histoire, le sujet d'histoire, musée d'histoire, c'est le plus apprécié tout au long des 40 ans du prix, après les autres. Le suivant. Les caractéristiques en termes des musées, les fonctions muséales les plus appréciées, c'est la conservation des collections au début, c'est l'éducation après et la recherche plus en bas. Suivante. Ce sont les musées qui ont obtenu le prix, ce sont des musées de quelle tutelle? Bon, de l'État central et des municipalités après. Les privés sont seulement résiduels. Le suivant. Ce sont des musées locaux, surtout, et après des musées nationaux. Le suivant. Ce sont des musées qui existaient déjà avant 1960 et les autres ont augmenté énormément, dramatiquement ces dernières années, les musées récents, plus récents. Et maintenant, ils sont presque. Le suivant. Les musées peu connus sont ceux qui ont obtenu plus de prix. Le suivant. Les musées anciens, c'est-à-dire l'édifice, le bâtiment, existait déjà un bâtiment ancien, ce sont la grande majorité, pas les icônes architectoniques que maintenant sont une sorte d'industrie liée au musée. Le suivant. Et je finis avec l'idée de l'importance économique des musées. Nos amis du Royaume-Uni sont bien, ils ont des bonnes statistiques et des bonnes données que nous manquent en Europe continentale sur l'impact économique des musées. Economy loves museums, c'est un slogan de l'Association britannique des musées. Le suivant. Et il mesure, il y a des billions de pounds qui sont concernés dans l'activité des musées. Le suivant. Le suivant, on ne va pas. Et quand on regarde pour la décade qu'on vient de finir, qu'a fini il y a 2 ans, l'investissement au musée au monde, c'est vraiment écrasant. 250 milliards
on dit en français, je pense, de dollars, d'après l'économiste. Et je finis avec ce slide, ce diapo. Mes amis, vraiment, ce qui se passe maintenant en Chine en termes de nouveaux musées, d'investissement en musées, c'est écrasant, complètement. Les numéros sont là, quelques numéros. Le numéro des nouveaux musées, c'est une chose qui dépasse toute possible imagination, de telle sorte que l'Economist dit que dans l'année 2035, la Chine sera vraiment le cœur des musées au monde. Et je vous laisse avec ces numéros, ces données statistiques qui peuvent peut-être vous aider dans la poursuite de la science. Micro. Oui, pardon, merci Louise, tu as vraiment rassemblé et rapproché des informations qui sont extrêmement précieuses et extrêmement intéressantes pour connaître et se connaître. Et se connaître, c'est essentiel pour pouvoir agir ensemble. Je crois que tu donnes des éléments quantitatifs et aussi qualitatifs qui sont précieux et qu'on ne trouve pas. On a beaucoup de statistiques sur l'effet de la pandémie sur les musées, mais tu rapproches des éléments et je pense que ça nous donne vraiment à réfléchir. Vraiment, merci, vraiment, Louise. Je sais en plus que tu ne peux pas rester avec nous ce soir. C'était un effort pour toi d'être là et tu as tenu à participer à cette séance. Je t'en suis d'autant plus reconnaissante. Tu regrettes de ne pas pouvoir participer au débat et tu as enregistré une vidéo que nous passerons tout à l'heure pour dire, mais au moment opportun du débat, ce que tu penses que est la place des musées dans le monde et aussi ce que la place des musées européens dans le monde et aussi ce que les musées européens ont à apprendre du reste du monde. Et c'est une courte vidéo, mais elle interviendra dans le débat avec Alexandre, président d'ICOM Belgique, nous commodérons et nous trouverons le moment opportun pour passer ta vidéo. Merci en tout cas, désolé que tu nous quittes naturellement, mais c'était précieux vraiment de t'avoir avec nous. Je rappelle que Louis Raposo est président d'ICOM Europe. Je vais maintenant passer la parole à David Vuillaume, le président de NEMO, l'Organisation européenne des musées. Je passerai ensuite la parole à Bruno Macquart, qui est à la fois président d'Universcience, mais qui intervient ce soir en tant que président du Réseau européen des musées et centres de sciences, ICSIDE. D'abord, David, je crois. Merci. Merci, chère Juliette, de me donner la possibilité d'intervenir ce soir. Et merci de poser cette question sensible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Peut-on parler d'une Europe des musées? Une question qu'on ne pose pas assez régulièrement, même quand, ou peut-être parce qu'on travaille tous les jours au niveau européen. Alors, j'attends juste que ma présentation soit visible par tous. Voilà, merci beaucoup. Donc, on peut directement passer à la diapositive suivante. Quelques mots sur notre réseau, ce réseau européen des organisations de musées. Nous avons été fondés en 1992, au moment de la signature du traité de Maastricht. S'il y avait un marché commun à l'époque, si les collaborations entre États devaient s'intensifier, nous aussi, au nom des musées, nous devions créer, ou en tout cas essayer de créer un espace muséal européen. Il y avait une vraie volonté des professionnels à l'époque de se connaître, de partager, de ne pas réinventer la roue, pour le dire tout simplement, d'être plus efficients ensemble, c'est-à-dire d'apprendre chacun d'eux, et puis d'être aussi plus efficace avec une voix commune en direction de la Commission européenne. Donc ça n'a pas changé, cette volonté des professionnels de se connaître, de partager. Elle existe toujours plus de 25 ans après. Nous sommes un réseau indépendant, alors certes principalement financé par la Commission européenne, à qui nous proposons tous les 3 ans un programme
qui a jusqu'à maintenant toujours été accepté. Donc, après la volonté des professionnels de se connaître, de partager, il y a aussi une volonté de la Commission, je pense en tout cas, d'avoir des interlocuteurs représentatifs pour le secteur en Europe. C'est toujours valable aujourd'hui, d'autant que ce secteur se développe et a des intérêts particuliers. Et aussi du côté de la Commission, l'intérêt d'avoir une certaine structuration du paysage muséal. Et puis on le voit aujourd'hui de manière encore plus importante qu'avant, un intérêt à renforcer certains thèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lignes directrices, des cadres thématiques qui sont de plus en plus précis lorsqu'on dépose une demande de financement du côté de la Commission européenne. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Donc, il y a des thèmes tels que la démocratie, l'inclusion, la diversité, l'écologie, l'égalité homme-femme. Donc, des thèmes qui ne posent aucun problème en soi, évidemment, mais qui sont de plus en plus imposés par les programmes européens. En l'occurrence, nous considérons que nous sommes un réseau complètement encore indépendant, dans la mesure où nous pouvons définir les thèmes qui nous tiennent à cœur et que pour l'instant, voilà, ils ont toujours été acceptés. Donc, je vais en parler un petit peu de ces thèmes dans le prochain slide, ou bien plutôt avant. Enfin, voilà, vous voyez la carte européenne avec nos membres. Donc, Nemo a 125 membres dans 40 pays. Donc, au début, nous n'avions en tant que membres que des associations nationales de musées, pas des musées indépendants, hein, des associations nationales pour pouvoir vraiment avoir des têtes de réseau. Ensuite, nous avons permis l'affiliation d'autres réseaux de musées, parce qu'il y avait vraiment une vraie demande de la part d'autres réseaux, des réseaux de villes, des réseaux nationaux ou régionaux. Et puis, à la demande des musées à titre individuel, nous avons créé une catégorie pour les musées. Donc, ça n'existait pas il y a encore 3 ans. Donc, ce qui est important, donc, on l'a créé à la demande vraiment des musées. Donc, ceci me semble important pour souligner le fait que nous remarquons que de plus en plus de musées pensent et agissent comme acteurs européens. Donc, ça nous réjouit. Il y en a encore relativement peu qui veulent devenir membres, mais on a quand même créé cette catégorie et en l'espace de quelques années, de 2 ans, on a déjà 64 musées qui soutiennent leur réseau parce qu'ils ont vraiment envie, parce qu'ils se sentent être des acteurs européens à part entière. Prochaine diapositive, pour vous dire ce que nous faisons. Et dans ce cadre, je dirais ce que nous avons identifié comme étant des éléments fondamentaux pour justement le secteur muséal européen. Alors, nous représentons les musées, nous représentons les musées, pardon. Nous soutenons les coopérations entre musées. Troisième élément, nous observons le paysage muséal et puis partageons les meilleures pratiques, des données, des remarques. Et puis enfin, nous organisons des modules de formation thématique en ligne et en présentiel partout en Europe. On en organise très régulièrement et elles rencontrent un succès considérable. Alors, je vais revenir sur ces 4 aspects et évoquer les défis principaux que nous avons identifiés. Alors, la prochaine slide, c'est la représentation du secteur. Alors, nous prenons position sur des enjeux européens, je ne vais pas entrer dans les détails. Nous invitons des politiques, et nous invitons aussi, c'est la slide suivante, nous invitons des politiques à faire des stages dans des musées. Alors, c'est évidemment des stages relativement symboliques, ils restent 12 heures à peu près, et puis ils travaillent dans tous les départements. Ici, vous voyez l'invitation qu'on avait faite et qui avait été acceptée à la commissaire européenne, Maria Gabriel, l'année passée. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce domaine de la représentation du secteur, nous constatons que les musées comme secteur sont encore très peu entendus par les politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque les premières mesures sanitaires avaient été prises contre la pandémie par les autorités nationales en Europe, donc presque dans tous les pays, les musées n'étaient même pas mentionnés. En tout cas, dans certains pays, il fallait comprendre qu'ils étaient inclus sous le terme générique lieu public ou lieu de divertissement, alors que, par exemple, en Allemagne, les coiffeurs, les maisons closes, les salles de jeu étaient listées précisément dans les textes réglementaires, mais pas les musées. Donc, d'où l'importance pour nous de représenter, de renforcer le travail de représentation. Et ce n'est pas seulement un travail que nous faisons, nous, au niveau européen, du côté de Nemo, mais on a envie que chaque pays ou chaque association muséale dans les pays
européens, et pas seulement de l'Union européenne, donc dans les 40-45 pays du Conseil de l'Europe, renforcent ce travail de représentation. C'est très, très important, justement dans une période de crise comme on la vit encore aujourd'hui. Prochaine diapo sur le travail de coopération. Donc, nous soutenons les coopérations entre musées, notamment en étant partie prenante de différents projets. C'est déjà, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que j'ai écrit parce que j'ai envie de parler que 10 minutes. Donc, le prochain slide, vous voyez ici des projets dans lesquels nous sommes partie prenante. Et j'aimerais évoquer notamment 2 projets visant à évaluer l'impact social des musées. C'est le projet MOI, que vous voyez sur la slide, et puis le projet Indices, qui veut aussi évoluer l'impact social des musées, ou l'impact en général, mais en particulier dans les offres digitales. Alors, pourquoi je vous montre ça? Justement pour vous dire que le problème que nous avons identifié et que nous tentons de résoudre avec ce genre de projet européen, c'est que les musées ont tendance à utiliser encore trop peu les outils d'évaluation disponibles. Alors, quand je dis les musées, évidemment, je parle des musées européens, donc c'est vraiment, il y a des différences entre les musées, des différences entre les États. Ceci dit, nous avons l'impression qu'il y a cette tendance que justement les musées utilisent trop peu ces outils d'évaluation disponibles. Ils ont tendance à considérer l'offre qu'ils mettent en place comme étant plus importante que la demande ou l'utilisation qui est faite de leur offre. Et compte tenu des changements rapides dans la société, il nous semble nécessaire de rappeler aux musées qu'ils doivent connaître leur public, qu'ils doivent aussi être capables de s'adapter, et puis surtout d'investir dans ce qu'on appelle, ou dans ce qu'on aime appeler leur agilité institutionnelle. D'où notre engagement dans ces projets d'évaluation. Troisième champ d'activité, notre fonction de partage. Et là, j'aimerais vous évoquer 2 publications. C'est déjà la slide suivante. Un guide pratique que vous voyez ici à gauche, un guide pratique pas à pas pour lancer des projets européens et déposer des demandes de soutien financier. Vous savez que c'est très compliqué. Ça a toujours été compliqué, ça le reste, d'autant qu'il y a beaucoup de programmes européens en ce moment. Donc voilà, nous avons développé ce guide qui est vraiment très, très pratique et qui permet à tous les musées, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur possibilité financière ou en termes de personnel, de déposer des demandes de soutien financier auprès d'un des programmes de l'Union européenne. Et puis l'autre publication que j'évoque parce qu'elle a du sens pour aujourd'hui, c'est une publication sur la responsabilité sociale des musées. Elle a une particularité, c'est d'être le résumé de 3 conférences conjointes que nous avons organisées pendant les 3 dernières présidences du Conseil de l'Union européenne. Donc à Berlin, on a commencé à Berlin, puis 6 mois plus tard à Lisbonne, et puis en septembre de cette année à Maribor, en Slovénie, histoire de montrer une certaine continuité dans la présence des musées dans les programmes de présidence. En tout cas, c'était le cas ces derniers 18 mois et on espère et on croit savoir d'ailleurs que les musées joueront un rôle dans les prochains 6 mois lors de la présidence française. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, j'évoque ici notre travail. Le prochain slide, pardon. Là, j'aimerais évoquer notre travail d'enquête et d'observation de l'impact de la pandémie sur le secteur muséal. Alors, c'est aussi une manière de partager les informations que nous avons. Vous avez certainement eu l'occasion de lire nos enquêtes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste peut-être un élément, c'est la prochaine diapositive, avec ici des chiffres qui nous préoccupent un petit peu actuellement. On voit qu'après leur réouverture, les musées semblent avoir besoin de beaucoup plus de temps que prévu pour retrouver leur fréquentation de 2019. Vous voyez ici qu'après la réouverture, la plupart des musées ont encore un manque de 20% jusqu'à 75% de visiteurs en moins. Voilà, c'est une question ouverte puisqu'on n'est pas encore sorti de la crise, mais en tout cas, on va continuer d'observer les développements futurs avec attention parce que ces chiffres nous préoccupent un petit peu. Et puis, 4e élément, celui de nos activités de formation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous organisons des modules de formation continue en présentiel, en ligne, partout en Europe. On en organise de plus en plus chaque année. Et puis, ils ont tous un succès considérable. Nous avons des files d'attente, nous n'avons jamais annulé un seul de ces cours.
Vous avez un exemple dans la prochaine slide de cours que nous avons organisés cette année en ligne, évidemment sur des thèmes très différents. Alors, le problème que nous avons identifié et que nous tentons de résoudre avec cette activité, c'est que la formation continue n'est pas assez développée en Europe. Les musées ont besoin de connaissances spécifiques de plus en plus, notamment dans le domaine du numérique, et ils ont besoin aussi d'un développement organisationnel qui soit continuel et harmonieux. Et justement, la formation continue en est une clé. Et donc, l'offrir à un niveau européen, ce que nous faisons et ce que nous continuerons de faire dans les 3 prochaines années en tout cas, permet de disposer de plus de ressources. Alors, cette question de la formation continue n'est pas un problème spécifiquement muséal. Vous savez peut-être que la Commission européenne a recensé 60 millions d'Européens qui seraient trop peu qualifiés sur notre continent pour échapper à l'exclusion et à la pauvreté ces prochaines années. Donc, l'Union européenne a mis sur pied différents programmes avec beaucoup d'argent pour éviter une crise sociale qui pourrait arriver si ces 60 millions d'Européens ne puissent pas entrer en formation continue. Voilà, donc c'est dans ce cadre aussi que nous trouvons très important de travailler dans le domaine de la formation continue. Pas une question de pauvreté, mais surtout une question de développement organisationnel qui fasse sens et qui permette au musée de rester relevant dans les prochaines années. Voilà, la prochaine slide résume ces 4 champs d'activité. J'ai essayé de vous montrer que dans nos 4 champs d'activité, il y a un grand potentiel de structuration d'un espace muséal européen. Et puis pour terminer, j'aimerais évoquer avec la dernière image un thème qui va certainement nous accompagner et accompagner les musées en Europe durant ces prochaines années, c'est le thème de la durabilité. Ici, vous voyez que nous avions organisé un congrès sur ce thème en 2019. Et après 3 jours intenses sur ce thème, nous avions tous les participants que vous voyez ici, l'impression que tous les professionnels de musées dans toute l'Europe allaient quasiment sortir dans la rue, allaient faire la grève du climat le vendredi, allaient s'engager activement pour l'un des 17 objectifs du programme des Nations Unies pour le développement durable. Je dis ça pour revenir à notre question principale. Peut-on parler d'une Europe de musées? Alors, évidemment, je dis oui parce que je travaille avec des musées qui pensent continuellement, presque naturellement, dans une perspective européenne, mais je pourrais penser que tous les musées le font, alors que c'est un biais, évidemment, puisque dans la société en général, comme dans le monde des musées, il y a des individus plus ouverts que d'autres aux questions transnationales. Et puis d'autres, justement, qui ont tendance à voir dans l'Europe une source de problèmes, voire même de destruction de valeurs. Alors évidemment, nous travaillons rarement avec ce genre de personnes ou d'institutions, mais il me semble important de les avoir toujours en tête pour ne pas devoir un jour choisir notre camp, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de polarisation dans la société et on n'aimerait pas avoir cette polarisation dans le domaine des musées. Et donc, on n'aimerait pas devoir choisir notre camp et par là renforcer les divisions sociales. Donc, les musées, pour nous, pour Nemo, doivent rester au service de la cohésion sociale. Et j'espère que cela le restera dans la future définition sur laquelle l'ICOM votera, ou nous voterons l'année prochaine à Prague. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci, merci David. C'est très précis, ta présentation. Vraiment, on comprend maintenant beaucoup mieux ce que fait Nemo. Je pense que d'ailleurs, il y a des remarques dans le chat, des gens qui rebondissent et qui te posent des questions. On ouvrira le débat tout à l'heure. J'attrape juste deux choses dans ce que tu viens de dire. Ta photo sur le durable, c'est le sujet de notre prochaine soirée débat de déontologie le 17 septembre. Oui, on peut penser que la question du développement durable va fédérer les musées qui trouveront là des sources de coopération et de débats en commun. Je pense aussi que dans le débat tout à l'heure, tu auras des questions de membres de musées qui
qui se demandent comment coopérer, comment mieux bénéficier des infrastructures européennes pour monter des projets de coopération. Nous verrons ça tout à l'heure. Je passe, en attendant la parole, on ouvrira le débat tout à l'heure, la parole à Bruno Macquart. Cher Bruno, merci d'être là. Merci de votre fidélité aussi à nos débats, à nos soirées débats et à tous nos débats. Bruno, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en tant que président récemment élu, je vous en félicite chaleureusement, du réseau européen des musées et centres de sciences que vous intervenez ce soir. Présentez-nous Excite, que tout le monde ne connaît pas forcément. Merci Juliette et bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, Excite est une association européenne, c'est l'Europe des musées scientifiques et techniques, mais c'est aussi une association extrêmement diverse. Alors on a une histoire un peu différente de celle de Nemo, puisqu'on est vieux de quelques années, si on peut passer à la slide d'après, on est vieux, on a un peu plus de 30 ans en ce qui nous concerne, et Excite est né à partir de la réflexion de jeunes professionnels de musées européens qui faisaient partie d'une association qui est l'ASTC, qui est une association mondiale mais à dominante américaine, et qui ont envie de créer le chapitre européen des centres et musées de sciences. Alors, Excite est majoritairement présente en Europe, même si on a quelques membres qui sont hors de notre continent. Et puis surtout, on n'a pas que des musées. Nous avons plus de 320 membres qui regroupent des structures en fait très variées. Alors donc des musées de sciences, mais aussi des muséums d'histoire naturelle. En anglais, on utilise le même mot, mais en français, on distingue les muséums des musées. Les centres de sciences, qui sont la génération d'après l'établissement de culture scientifique, qui n'ont souvent pas de collection. Nous avons des institutions de recherche qui s'intéressent beaucoup à la diffusion des résultats de leurs chercheurs. Et puis, nous avons des entreprises, des festivals, des universités, des réseaux professionnels. Ce qui nous rassemble, et malheureusement en français, il n'y a pas d'expression équivalente, c'est Science Engagement, c'est-à-dire l'engagement avec la science, qui ne veut pas dire grand-chose en français, qui est bien plus parlant en anglais. Alors, un ensemble qui est divers, comme je le disais. Si on peut passer la diapo suivante, j'ai mis que des photos. Comme ça va vous reposer les yeux et vous n'aurez pas à vous rapprocher de vos écrans. On voit ici quelques membres du réseau. Ça, c'est des membres qui ont des murs, mais nous avons aussi des membres qui n'ont pas de murs. Mais tous, nous avons pour ambition d'intéresser les citoyens aux sciences, aux techniques, et à l'innovation pour mieux promouvoir et diffuser ce qu'on appelle chez nous la culture scientifique, technique et industrielle, ou le dialogue entre la science et la société, ou le dialogue avec et pour la société, selon des terminologies diverses, mais qui veulent à peu près dire la même chose. Qu'est-ce que nous faisons, nous, c'est que nous parlons du monde d'aujourd'hui, et puis on parle aussi beaucoup du monde de demain. On touche à peu près 40 millions de visiteurs venus du monde entier dans nos établissements ou qui participent à nos activités. Alors, comme je le disais, de nombre d'entre nous disposent de collections, mais enfin pas tous. D'autres, comme je le dis souvent en forme de plaisanterie, n'ont rien à montrer, mais ils le font très bien et ils remplacent des collections par des dispositifs. Et en fait, ce que nous montrons tous, ce sont des connaissances accumulées, la science, et puis celles qui vont advenir, la recherche et sa méthode. Et nous montrons aussi bien un corpus qu'une façon de faire, puisque la méthode scientifique est aussi importante que finalement les résultats qu'elle produit, parce que c'est une méthode non autoritaire, collective, et qui est faite, qui est basée sur l'essai-erreur. Sans que nous soyons représentatifs de l'ensemble des musées européens, Excite est néanmoins une bonne métaphore de ce que pourrait être une Europe des musées, donc un groupe très divers, mais un groupe qui partage des valeurs communes. Et puis un groupe aussi qui, en retour, ce sera le deuxième point de mon intervention, qui est façonné finalement par l'Europe elle-même et par ses institutions. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors, l'Europe des musées de sciences, c'est d'abord celle qui se construit autour de valeurs que nous avons en commun. La première valeur, ça va être sans doute l'ouverture. Tous les sujets sont les nôtres, parce qu'il y a 1000 manières d'intéresser la science.
Et elle est partout finalement, et autant de questions à poser sur l'humanité, son passé, mais surtout son avenir. Comme notre matériau, c'est la connaissance scientifique, eh bien, elle s'enrichit continuellement. Donc, par essence, nous devons parler de ce qui occupe le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Alors, je vais citer en vrac, il n'y a pas de hiérarchie, mais l'intelligence artificielle, la numérisation de la société, demain, le métaverse. Où vont être les musées demain, d'ailleurs? Ça va être quoi l'ordre des musées dans le métaverse? C'est une question importante. La crise climatique, bien sûr, celle de la biodiversité, la crise de l'esprit critique, en tout cas la promotion de l'esprit critique, et puis celle de la santé globale. Deuxième valeur importante pour nous, c'est l'inclusion. Nos institutions se veulent le lieu de croisement entre les savoirs, les disciplines, les connaissances. Elles veulent accueillir les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs, les artistes, les designers et tous les citoyens, européens ou non, quel que soit leur âge, leur genre, le niveau de connaissance. Nous n'avons finalement pas de barrière et l'inclusion est pour nous une valeur cardinale. Il y en a une autre, c'est l'universalité, parce qu'on a la chance en fait de manipuler un matériau, la science, qui est un langage universel, peut-être pour lequel les barrières culturelles sont les moins élevées. Et c'est un langage, un domaine que nous souhaitons partager avec tous, sans discrimination d'aucune sorte, comme je le disais, en assurant l'accessibilité universelle de nos offres. Une mission commune qui dessine ce que pourrait être l'Europe des musées de sciences, c'est que nous entendons œuvrer, et là je vais emprunter un mot à nos amis québécois, œuvrer à la capacitation des publics. Nos institutions, nous le pensons, ont un rôle important à jouer pour aider les citoyens à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Nous sommes des médias filtrants dont l'objectif n'est pas d'indiquer à nos visiteurs ce qu'ils doivent penser, mais plutôt de leur donner les moyens de construire une réflexion, de détecter les biais cognitifs, de remettre en cause ce qu'ils peuvent lire ou entendre, de manière plus générale, de leur donner les moyens d'être eux-mêmes des citoyens là où ils sont et comme ils entendent l'être, en étant donc capacité, si je puis me permettre ce terme. Un petit exemple au moment de la Covid sur les vaccins, les musées et centres de sciences se sont très largement investis dans le dialogue entre les institutions publiques, les citoyens et la recherche, dans cette espèce de triangle important. Et puis, nombre d'entre eux ont d'ailleurs accueilli ou accueillent encore des centres de vaccination. Nous avons estimé collectivement qu'accueillir des centres de vaccination dans des musées de sciences était évidemment plein de sens. Et puis enfin, dernière valeur que nous partageons, mais vous en avez parlé, David, et puis Juliette, vous avez rebondi dessus, c'est la durabilité, bien évidemment. Et en tant que musée de sciences, nous avons sans doute une mission prioritaire, non seulement dans nos offres de parler de durabilité, mais aussi d'être des institutions durables, parce que qui accepterait qu'un musée qui fait une exposition sur l'Anthropocène ne s'intéresse pas dans son fonctionnement le plus intime, le plus quotidien à cette question. Alors, deux dimensions de ce débat particulièrement importantes. La première, c'est que, comme tous les musées, si vous regardez le scope 3 de nos bilans gaz à effet de serre, eh bien, ce sont les déplacements de nos visiteurs qui nous conduisent à émettre des gaz à effet de serre. Donc, si on veut réduire notre empreinte carbone, il ne faut plus avoir de visiteurs. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, tout est à faire et on voit bien la difficulté d'exercice, mais nous avons décidé, comme vous au Syndicom, chère Juliette, d'engager une réflexion au sein d'Exact. Deuxième question importante, nous travaillons avec des industriels, des entreprises qui, pour certaines, évidemment, travaillent dans le secteur des énergies fossiles. Quelle relation devons-nous avoir avec le milieu industriel, le milieu entrepreneurial sur ces questions? Jusqu'où devons-nous ouvrir nos portes, en particulier en termes de mécénat, à ces entreprises? La question est ouverte, elle est débattue. Si vous regardez ce qui se passe à Londres autour du Science Museum, ou bien la question arrivant en France, je crois que nous avons à réfléchir aussi à ces questions-là. Je n'ai pas la réponse, mais je sais que la question se pose. Donc, des valeurs communes, mais aussi, on va le voir, des projets communs, parce que l'Union européenne a mis en place un certain nombre d'outils dans lesquels nous nous inscrivons, et David en a parlé pour partie, mais je voudrais vous rappeler que l'Union a adopté une nouvelle stratégie pour 2019-2024 et dont les priorités correspondent pleinement à celles des musées et centres de sciences. On peut passer l'image suivante, sinon voilà.
Les priorités, elles correspondent à celles des musées et centres de sciences. Je cite, engagement pour impact vert, durabilité, on ne va pas y revenir, une Europe adaptée à l'ère numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle et de la 5G, se saisir des possibilités offertes, je cite, dans un cadre garant de la sécurité de l'éthique et développer des plans d'éducation numérique, l'esprit critique, et puis une Europe au service de la jeunesse. On a parlé de la jeunesse tout à l'heure, et vous savez que le 14 octobre dernier, 2022, a été désignée Année européenne de la jeunesse. Donc ces priorités, ces valeurs, elles dessinent une Europe assez naturellement des musées et centres de sciences, et d'autant plus que l'Europe, la Commission et les institutions européennes ont lancé ces dernières années plusieurs programmes dans lesquels nous nous retrouvons. Le premier, c'est l'Europe créative, lancé en 2013, qui promeut la diversité culturelle et linguistique, qui soutient la préservation du patrimoine et la création au niveau européen. On a Erasmus+, vous savez, on a tous connu Erasmus pour les étudiants, mais maintenant c'est aussi pour les professionnels sous la forme d'Erasmus+. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, ce sont les programmes cadres sur la recherche, puisque l'Europe dépense beaucoup d'argent sur la recherche. Un programme nouveau vient de voir le jour, Horizon Europe, 2021-2027, un budget de, excusez du peu, 95,5 milliards d'euros, à peu près 100 milliards d'euros, qui a succédé à Horizon 2020 sur 2014-2020. Et dans ces programmes-là, les actions de Science with and for Society, SWAFS, sont reconnues et sont éligibles à des financements. Et Excite a mené dès 2018, c'est-à-dire au moment de la préparation d'Horizon Europe, une importante campagne de plaidoyer pour renforcer la place de la culture scientifique au sein du programme. Et nous avons, pour la première fois de notre existence, publié une lettre ouverte à l'intention de Carlos Moedas, qui était alors le commissaire européen à la recherche et à l'innovation, qui a été signée par 135 organisations au réseau en juillet 2020. Elle insistait sur la nécessité presque démocratique de renforcer la culture scientifique des citoyens européens, enlever le presque, parce que pour nous, il en va de la bonne santé de la démocratie, que la science et la société se comprennent et se parlent. Alors, quelques exemples de projets, sachant que depuis une dizaine d'années, Excite, qui joue un rôle important dans la promotion des programmes européens auprès de ses membres, a été impliqué dans 40 projets. Et puis, depuis le lancement d'Horizon Europe, donc fin 2020, c'est tout récent, on a déjà 9 projets qui font participer 35 de ses membres. J'en citerai quelques-uns. Un projet qui s'appelle Voices, Voix, opinions et idées des citoyens européens au sujet de la science. C'est un projet qui propose de consulter les Européens sur un thème, en l'occurrence la gestion des déchets urbains, et de manière à identifier des pistes de recherche prioritaires à déployer par l'Union. C'est là où on voit le rôle que nous pouvons jouer, mais nous servons aussi en fait d'établissement expérimentateurs. Je vais citer le programme Fit for Food 2030. C'est un projet sur l'alimentation durable, résiliente et compétitive, et les membres d'Excite participants ont créé des labs pour réfléchir à des solutions, tester des prototypes, puisque en fait nous sommes des instances de dialogue avec la société, mais aussi des vitrines et des lieux dans lesquels nous accueillons des citoyens sur ces questions-là. Un autre exemple, et puis j'en terminerai par là, qui est DOORS, Digital Incubator for Museums, qui est un projet qui vient tout juste de débuter le mois dernier, en octobre, qui vise à accompagner les petites et moyennes institutions dans leur stratégie de développement du numérique. Et c'est ouvert à tous les musées, bien sûr, et pas simplement ceux d'Excite. Et puis enfin, comme on adore l'espace, il y a un projet auquel nous adhérons, qui est Space EU, qui a pour objectif de faire découvrir les métiers de l'espace aux jeunes générations pour les inciter à se diriger vers ces filières, filles et garçons, bien entendu. Alors, en conclusion, je dirais que les musées sont des institutions aussi inactuelles qu'actuelles, aussi historiques que contemporaines, parce que les musées sont à la fois des gardiens des temps et puis un acteur de leur temps, mais les établissements de culture scientifique sont un peu à part, puisque nous sommes actuels, parmi les plus actuels, non pas parce qu'on est plus vertueux, mais un peu par définition.
parce que comme notre matériau est la connaissance scientifique et que les changements du monde, les débats qui l'agitent entrent chez nous par la grande porte. Et donc, nos établissements et l'Europe des musées pour nous, c'est sans doute celle des musées utiles. Et je reprendrai là un concept à Bernadette Lynch dans son ouvrage Museums and Social Change. Nous sommes presque des musées activistes, ou en tout cas des endroits, des musées dans lesquels le changement social se discute, se prépare et s'analyse. Merci à vous. Pardon, je n'avais pas mis mon micro. Merci, je disais, cher Bruno, merci. Nous retiendrons cette dernière formule de musée activiste. On vient de finir notre première séquence, finalement, la présentation de ce que peuvent et font les organisations qui regroupent des musées en Europe. Grâce à vos présentations, on voit beaucoup plus clair clairement ce que sont les musées en Europe, et on voit surtout beaucoup plus clairement à quoi servent les organisations de musées et sur quoi vous travaillez. Et probablement pour nos participants, c'est quelque chose d'important de savoir comment accéder à vos organisations et venir vers vous, pour vous poser des questions. À ce stade, on peut éventuellement, je vois pas beaucoup de questions dans le chat, je ne sais pas si les gens sont intimidés ou pas. Si vous voulez, on peut faire un petit temps de débat si quelques questions nous arrivent, avant de passer la parole à Vincent Droguet du ministère de la Culture, qui nous parlera tout à l'heure de l'Europe des collections. Et également nous dira quelques mots de ce qui se prépare en matière de musée dans le prise de présidence de l'Union européenne. Mais je crois que je regarde un petit peu dans le chat si certaines questions vous arrivent. En quoi les musées de sciences peuvent être pérennisés, me demande une participante. C'est plutôt pour vous, peut-être, Bruno, cette question. Alors, je ne suis pas totalement persuadé de l'avoir comprise, la dite question. Les musées de sciences peuvent être pérennisés. Il faudrait demander à Eric Dogvada, qui a posé la question, peut-être de l'exprimer de façon plus explicite. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Eric? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de votre très belle présentation. Ma question est de savoir en quoi les musées des sciences peuvent-ils être pérennisés à travers les contrées, les collectivités territoriales, vu que de nos jours, la science prime sur le social. Comment mettre en valeur la science à travers les musées? C'est ce que je voudrais un peu savoir. Alors, si je peux vous répondre de la manière la plus simple, beaucoup de musées de sciences sont issus de projets de chercheurs engagés dans le partage des connaissances avec autrui. Et si vous regardez leur genèse, elle est assez différente des autres musées, parce qu'on n'a pas de collectionneurs, on a moins l'effet de musée de collectionneurs, on a plutôt de musées de gens très engagés dans l'éducation populaire, dans l'éducation populaire, et donc qui décident à un moment donné de franchir le pas et qui ouvrent des lieux ou qui créent des festivals, ce qui fait que vous avez dans de nombreuses villes de taille moyenne en Europe des institutions de culture scientifique. Et alors, je n'ai pas de données, on n'a pas suffisamment aujourd'hui de données. Je rejoins les collègues pour dire qu'il faut que nous nous connaissions mieux. Mais je me demande, je pose l'hypothèse, je me demande si le maillage des institutions de culture scientifique, des musées de culture scientifique, n'est pas un peu différent du maillage des autres musées, du fait de notre histoire un peu particulière qui fait que vous avez des groupes, encore une fois, de scientifiques, de passionnés, d'enseignants qui un jour décident de créer
de créer une structure. J'ai 1000 exemples en tête en France et ailleurs de cette jeunesse. Donc, vous avez certains d'entre eux qui sont très anciens, les muséums, les musées à collection, le musée des arts et métiers à Paris, qui est l'ancêtre, j'allais dire chez nous, le premier musée. Les muséums d'histoire naturelle, souvent aussi, sont très anciens, mais les musées de nouvelle génération, vous en trouvez de toutes sortes et un peu partout, et jaillissant d'initiatives assez spontanées, citoyennes, on va dire. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre réponse, Bruno, et merci pour votre question, Eric. Je vois aussi dans le chat, on va reprendre encore cette question. Nadjet observe que 30% des subventions d'Erasmus vont à l'Allemagne. Est-ce que ça vous inspire une réponse? Peut-être, David, tu peux répondre à cette question ou ça sort du cadre de notre débat de ce soir? Non, j'aurais voulu y répondre de manière très précise. Je suis en train justement de chercher les résultats d'un document que nous avions sorti en 2019, qui était une étude que nous avions lancée pour savoir justement qui bénéficiait des projets européens, notamment Erasmus, mais d'autres projets dans le domaine des musées. Et alors, malheureusement, je n'ai plus en tête les résultats, c'est pour ça que je suis en train de rechercher le document. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans le chat au sujet de cette étude. Ce qui me reste en tête, c'était qu'en effet, l'Allemagne est toujours un peu numéro 1 dans les recherches, dans le nombre d'institutions déposant des projets, mais aussi parce que c'est quand même un des plus grands pays, donc avec 7000 musées qui ont la possibilité de déposer des demandes, évidemment, ça arrive souvent en numéro 1. Mais il me semble qu'à l'époque, nous avions constaté que la plupart des demandes étaient en fait, comment dire, que le nombre de demandes était en lien avec le nombre de musées dans chacun des pays. Donc c'était relativement bien. Enfin, quasiment tous les pays européens participaient de manière égalitaire, je dirais. Mais dans les détails, je ne peux plus y répondre là maintenant, mais je vais mettre le lien de ce document dès que je l'aurai retrouvé. Mais David est modeste, en fait. C'est parce qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que les Allemands sont meilleurs dans les appels d'offres européens et que les Français ne sont pas bons. Et d'ailleurs, quel que soit le secteur, il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres dans cet exercice, qui est un exercice assez particulier, qui est de répondre à des appels d'offres européens. Donc, ça explique aussi, il y a plusieurs facteurs. Certes, l'Allemagne est un pays important, mais on sait bien qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et pour ce qui nous concerne, nous, Excite, on va chercher en fait des membres pour leur suggérer de rentrer dans des projets européens et donc de contrebalancer l'effet d'expérience, parce qu'évidemment, plus vous en faites, meilleur vous êtes. Quand vous êtes en troisième année de projet européen, vous êtes meilleur qu'au début, et puis au bout de 10 ans, vous savez aller faire les yeux fermés. Alors Bruno, vous avez parfaitement raison. Je connais bien l'Allemagne puisque j'y travaille depuis plus de 4 ans là maintenant. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a la plupart des moyens et grands musées ont des postes spécifiques de recherche de fonds, notamment pour les projets européens. Donc ça, c'est un élément tout à fait important à évoquer. Mais si ces musées ont des postes spécifiques, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont mieux organisés, c'est simplement parce que la plupart des projets en Allemagne doivent être financés par des tiers. C'est-à-dire que le budget général des musées, qui est sécurisé, on n'a pas de crise dans ce domaine-là dans les musées, est certes sécurisé, mais il est limité vraiment aux activités de base. Donc, dès qu'on fait une exposition, dès qu'on a un projet un tout petit peu plus développé, il faut faire des recherches de fonds. Donc, c'est tout à fait normal, tout à fait. Oui, c'est vrai que je pensais que c'était évident, mais ça n'est pas du tout pour le reste de l'Europe, et probablement pas en France. Des postes pour les recherches de fonds existent pratiquement dans tous les musées moyens et grands en Allemagne.
Vous touchez tous les deux à un point important qui ne concerne pas du tout que les musées et que la culture, mais la culture de l'appel d'offres. C'est quelque chose qui s'acquiert et qui s'apprend. Et effectivement, on le dit souvent, les professionnels français ne sont pas extrêmement attirés par cette culture de la réponse à l'appel d'offres, ou alors on ne leur donne pas les moyens, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que c'est comme ça que s'explique sans doute que dans de nombreux domaines, on déplore de ne pas avoir un taux de retour, comme on dit, suffisamment important. Vous avez eu raison de le dire, et je trouve que ça vient à point nommé dans la discussion, puisque justement vos organisations, en tout cas Nemo, vient en grande partie aider les musées à trouver, si ce n'est à monter eux-mêmes les projets, du moins à trouver les partenaires avec qui les monter, ce qui est une manière je me trompe peut-être David, mais il me semble que c'est une des missions de Nemo justement, de décoder et décrypter pour les professionnels les appels d'offres auxquels ils peuvent répondre et auxquels on ne pense pas toujours spontanément, parce que quelquefois les intitulés ne collent pas exactement aux objectifs qu'on vise. Donc c'était important, et merci Nadjet d'avoir posé cette question dans le chat. Je vois une question de Constance dans quelle mesure les musées peuvent-ils renforcer leur lien en devenant plus européens de plusieurs points de vue. Je crois que cette question qui est extrêmement intéressante aura plutôt sa place après la deuxième séquence, parce que vous allez avoir des musées qui vont, dans le temps qui va suivre, présenter leurs expériences de coopération. On y reviendra si vous voulez. Et je regarde la dernière question de Baptiste: comment aller une plus grande collaboration européenne pour favoriser une culture européenne, un recentrage sur le local dans une approche plus écologique? Il y a plusieurs questions dans une même question. Avons-nous une culture européenne selon vous? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on garde cette question plutôt pour la fin? Ou alors, Bruno, je vous vois approuver. Est-ce que vous avez envie d'essayer de répondre à cette question tout de suite et on y reviendra peut-être à la fin? Non, juste partager une réflexion. Il existe ce qu'on appelle des universités européennes aujourd'hui, qui sont des réseaux d'universités organisés, avec parfois une couche de gouvernance spécifique, qui repose sur l'échange d'étudiants, l'échange d'enseignants, des projets de recherche communs. Nous n'avons pas ça encore dans le domaine des musées, mais est-ce que ce serait un modèle dont on pourrait s'inspirer? Je livre ça à la réflexion collective. Merci. J'ai écouté tout à l'heure la présentation du président de la République, puisqu'on avait parlé d'Europe. J'ai écouté évidemment sa présentation sur l'Europe et il parle des universités européennes. Ça méritera d'être réécouté. Si certains d'entre vous le souhaitent, on mettra dans le chat, pas dans le chat, mais on mettra sur le site des éléments utiles pour répondre à cette question. Merci Bruno d'avoir avancé ça.